7 novembre 1943. Aérodrome de Carpic, KH, France. Les vents contraires violents sur la Manche ont consommé du carburant à un rythme alarmant. Sous-lieutenant William R. Roach du 358 Fighter Squadron, 355 Fighter Group, a vu ses jauges tomber à vide alors que son moteur Pratt & Whitney Airburn 8000 commençait à crépiter. Il était confronté à un choix impossible. Devant se trouvait la sécurité de l'Angleterre, terriblement proche mais incroyablement loin avec sa situation de carburant. Au-dessous de lui s'étendait une mosaïque de champs français, certains amis, la plupart occupés par les forces allemandes. L'un des aérodromes ressemblait remarquablement aux bases alliées qu'il connaissait. Roach s'est engagé dans son approche. L'énorme République, P-47 des Thunderbolt, numéro de série 42 de 490, surnommé Beetle, s'est posé en douceur sur le terrain en herbe. Roach a suivi un véhicule terrestre jusqu'à une aire de stationnement, a coupé son moteur et a ensuite remarqué le balcon Crow sur un avion à proximité. Les Allemands qu'il avait combattus quelques minutes plus tôt entouraient désormais son cockpit avec des fusils dégainés. La guerre du lieutenant Roach en tant que pilote de combat était terminée. Il passera le reste du conflit au Stalag Luftwaffe, mais la formation de la Luftwaffe allemande était sur le point de commencer d'une manière qu'aucune des parties n'aurait pu prévoir. Ce que les Allemands ont découvert en examinant la Beetle allait fondamentalement modifier leur compréhension de la capacité industrielle et de la sophistication technologique des États-Unis. Le P-47 Thunderbolt ne représentait pas seulement un avion de combat, mais une manifestation complète de la philosophie d'ingénierie américaine, de sa capacité de production et de son abondance de matériaux. Au cours des 18 mois suivants, alors que les ingénieurs allemands démontaient, testaient et pilotaient méthodiquement les Thunderbolts capturés, ils allaient être confrontés à une vérité inconfortable. L'Allemagne n'est pas simplement à la traîne dans la course technologique. Ils s'étaient affrontés dans une catégorie totalement différente de guerre industrielle. L'histoire des Pesitlei, Popa 47, capturés aux mains des Allemands, révèle à quel point une supériorité matérielle écrasante, lorsqu'elle est correctement appliquée à l'aviation militaire, pourrait rendre l'excellence tactique et les compétences des pilotes de plus en plus insuffisantes pour changer l'issue de la guerre. Le Thunderbolt enseignerait aux ingénieurs allemands des leçons dont ils avaient désespérément besoin, mais qui ne pourraient finalement jamais être appliquées. Leur nation manquait de ressources, d'infrastructures industrielles et de temps pour mettre en œuvre ce que les usines américaines produisaient comme équipement standard. La capture du P-47 de William Roach le 7 novembre 1943 n'était pas la première fois que la Luftwaffe rencontrait le Thunderbolt au combat. Les pilotes allemands combattaient l'énorme chasseur américain depuis avril 1943, lorsque le 4e groupe de chasseurs escorta pour la première fois des bombardiers B-17 dans l'espace aérien hostile au-dessus de l'Europe occupée. Les premières impressions des rapports de combat de la Luftwaffe reflétaient un mélange de mépris et de confusion. Les pilotes allemands habitués aux agiles Fowler-Wolf FW-90 et Messid Bf-109 trouvèrent le chasseur américain absurdement grand, lent à basse altitude et apparemment conçu par des ingénieurs qui n'avaient jamais pris en compte les exigences du combat aérien telles que la Luftwaffe les comprenait. Les rapports de combat des unités de chasse allemandes tout au long du printemps et de l'été 1943 notaient systématiquement le faible taux de montée du P-47, sa maniabilité lourde à basse altitude et ce qu'ils percevaient comme une réticence des pilotes américains à s'engager dans des combats de chiens tournants traditionnels. L'évaluation initiale parmi les pilotes expérimentés de la Luftwaffe était que le Thunderbolt représentait une conception inférieure qui pouvait être déjouée à moyenne altitude, là où se déroulaient la plupart des combats. Cette évaluation s'avérerait catastrophiquement incomplète. Mais d'autres détails dans ces mêmes rapports de combat faisaient allusion à quelque chose de plus troublant qui contredisait le récit de l'infériorité américaine. Les pilotes ont décrit comment les éclairs qui choisissaient de se désengager du combat ne pouvaient pas être attrapés une fois entrés en plongée.
Ils ont mentionné 8 mitrailleuses lourdes qui ont tiré avec un effet dévastateur lorsque les pilotes américains ont choisi de s'engager. Ils ont noté une protection blindée qui semblait imperméable aux obus standards de 7,92 mm et résistait souvent même aux tirs de canon de 20 puissant mm. Plus inquiétant encore, ils rapportèrent que même les Thunderbolts gravement endommagés continuaient de voler, retournant en Angleterre en boitant avec des dégâts de combat qui auraient détruit n'importe quel chasseur allemand. Les P-47 endommagés retournaient régulièrement à la base des sections d'ailes manquantes avec des moteurs ruisselants d'huile et des gouvernes projetées mais toujours sous le contrôle du pilote. Lorsque le Thunderbolt intact du lieutenant Roach s'est arrêté à Karpik, la Luftwaffe a finalement eu l'occasion d'examiner en détail l'avion qu'elle avait sous-estimé. Le personnel local de la Luftwaffe a immédiatement reconnu la valeur du renseignement lié à la capture d'un exemplaire intact du chasseur américain. En quelques heures, Beetle fut encerclé par des gardes armés pour empêcher tout sabotage ou tout dommage. Les marques américaines ont été rapidement peintes avec du balcon Crower allemand sur les ailes et le fuselage, et une peinture d'identification, jaune vif, a été appliquée sur les surfaces inférieures et arrière. Cette peinture jaune était standard RD Luftwaffe, pratique pour tous les avions capturés désignés RLM-04 jaune, utilisés pour empêcher les tirs amis des artilleurs anti-aériens allemands qui pourraient autrement abattre leur propre avion d'évaluation. Peu de temps après sa capture, des dispositions furent prises pour transférer l'avion à Rechlin, le principal centre d'essai de la Luftwaffe, situé à environ 100 km au nord-ouest de Berlin, dans le Mecklembourg. L'avion a reçu la désignation T9 plus FK, le codage utilisé par l'unité d'évaluation Zircus Rosarius. Hans Vera Lehrer, pilote d'essai principal et ingénieur en chef chez Air Prabongstella Rechlin, a été chargé d'effectuer les vols d'évaluation initiaux. Lehrer, qui allait finalement piloter plus de 125 types d'avions différents pendant la guerre sans jamais s'écraser ou endommager sérieusement un seul avion, a approché le P-47 avec une curiosité professionnelle, tempérée par une prudence appropriée, compte tenu des systèmes peu familiers de l'avion. Sa première impression est documentée dans son journal de bord et publiée plus tard dans ses mémoires. Pilote d'essai de la Luftwaffe, pilotant des avions alliés capturés pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale reflétait la surprise face à la complexité du cockpit. Le tableau de bord contenait ce qui semblait être 2 fois plus de jauges que celles trouvées sur les chasseurs allemands. D'étranges systèmes de commande à levier que l'ERS n'avait jamais rencontrés dans les conceptions allemandes. Le système de turbocompresseur nécessitait la compréhension des principes de gestion du flux d'échappement qui étaient théoriques dans les cercles de l'aviation allemande, mais qui semblaient être une pratique courante dans les conceptions américaines. L'hélice à vitesse constante fonctionnait différemment de ses équivalents allemands. Le plus déroutant était le système complexe de gestion automatique du moteur que les pilotes allemands géraient manuellement via des ajustements constants des gaz et du mélange. Leers a écrit dans ses mémoires « Le cockpit du P-47 pouvait dérouter même un pilote expérimenté. J'ai progressivement réussi à vérifier le fonctionnement de la plupart des leviers et des instruments, mais il y avait aussi des commandes obscures dont la signification n'était pas immédiatement claire pour moi. Manuels de pilotage ou documentation opérationnelle. La séquence de démarrage du moteur a révélé à elle seule une sophistication dépassant les pratiques allemandes standards. Le double Wasp Pratt et Whitney Erdwell 8000 nécessitaient des procédures spécifiques pour initialiser correctement l'énorme système de suralimentation turbo. Leers a suivi le processus méthodiquement, son esprit d'ingénieur cataloguant chaque étape et déduisant le but de chaque action. Lorsque le moteur, radial de 18 cylindres, a démarré, il a produit un son totalement différent de l'aboiement aigu des moteurs en ligne allemands ou même du BMW 81 radial qui propulsait le FV-90. Il s'agissait d'un grondement profond et puissant qui témoignait d'un déplacement énorme et d'énormes réserves de puissance maîtrisée. Leia roulait prudemment, sentant le poids de l'avion à travers les commandes. Le P-47D pesait près de 10 000 livres à vide
et cet exemplaire transportait encore une quantité importante de carburant et de munitions complètes, ce qui le rapprochait de 13 500. À titre de comparaison, le F-180A8, l'un des chasseurs monoplaces les plus lourds d'Allemagne, pesait environ 7 650 livres à cas vide et environ 10 800 livres au poids maximum en charge. Le Thunderbolt était véritablement massif pour un chasseur monoplace, plus gros que certains avions bimoteurs en service chez Luftwaffe. Lurcher a avancé la manette des gaz pour le décollage, et la différence entre les philosophies d'ingénierie allemande et américaine est devenue immédiatement apparente. Le R280 développait 2000 chevaux au réglage de suralimentation standard, avec une puissance de secours de guerre atteignant 2300 chevaux lors de l'utilisation de l'injection d'eau et de méthanol. Le BMW 8001D allemand, le meilleur moteur radial de la production allemande, et la centrale électrique du F-BMW 90 produisaient entre 1700 et 1730 chevaux au réglage de puissance continue maximale. Même avec cet avantage de puissance, le poids plus élevé du P-47 signifiait que la course au décollage était plus longue que prévu par l'Hercia, consommant presque tout le terrain en herbe de l'aérodrome de transfert. Mais une fois en vol, Lurch commença à découvrir pourquoi les pilotes allemands, qui n'avaient combattu la foudre qu'à basse altitude, avaient fondamentalement mal compris les capacités de l'avion. Ils montaient régulièrement, faisant monter le turbocompresseur à température de fonctionnement à mesure que l'altitude augmentait. En dessous de 15 000 pieds, le P-47 ressentait exactement ce que les pilotes de combat allemands avaient décrit dans leur rapport. Lourd, lent dans les virages, incapable d'égaler la maniabilité des chasseurs allemands. Le taux de montée était au mieux médiocre par rapport au FW-2090 ou au Bf-109. À cette altitude, tout pilote allemand compétent à bord d'un chasseur contemporain pourrait déjouer les manœuvres du Thunderbolt lors de combats tournants soutenus. Mais quelque part, au-dessus de 20 000 pieds, le caractère de l'avion s'est complètement transformé. Le turbocompresseur, entraîné par les gaz d'échappement et devenant de plus en plus efficace à mesure que la pression de l'air diminuait avec l'altitude, commença à forcer des quantités massives d'air comprimé dans les cylindres du moteur. Oui, les moteurs allemands manquaient d'oxygène et perdaient de la puissance à mesure que l'altitude augmentait. Le R2800 maintenait sa pleine puissance nominale. À 25 000 pieds d'altitude, là où les chasseurs allemands opéraient à peut-être 70% de leur puissance au niveau de la mer, le moteur Thunderbolt produisait toujours sa puissance maximale. Lurcher poussa la manette des gaz vers l'avant à 25 000 pieds et sentit le Thunderbolt accélérer avec une vigueur surprenante pour un si gros avion. Il s'est lancé en piqué pour tester les caractéristiques à grande vitesse, et l'avion a répondu avec un enthousiasme qui confinait à la violence. Le P-47 a accéléré au-delà de 500 mph dans une plongée abrupte, atteignant des vitesses où les commandes se sont considérablement raidies à mesure que le flux d'air se comprimait autour de la cellule. À cette vitesse, la récupération après la plongée nécessitait les deux mains sur le manche de commande et une force physique considérable. L'avion approchait des limites de compressibilité qui ne seraient pleinement comprises qu'à l'ère des avions à réaction. Le taux de roulis impressionna immédiatement Lurch et contredit tout ce que les pilotes allemands pensaient du chasseur lourd américain. Malgré sa taille et son poids, le Thunderbolt pouvait rouler plus vite que n'importe quel chasseur allemand que Lurch avait piloté, y compris le FW-190, considéré comme excellent en termes de performance de roulis. Cette caractéristique, combinée à sa vitesse de piqué dévastatrice, créait un avantage tactique que les pilotes allemands signalaient sans en comprendre pleinement les implications. Un pilote américain en difficulté à haute altitude pourrait simplement rouler sur le dos et plonger à des vitesses qu'aucun chasseur allemand ne pourrait égaler. Tout pilote de la Luftwaffe tentant de poursuivre serait confronté à des effets de compressibilité que la cellule plus solide du P-47 et les commandes plus efficaces géraient avec plus de succès. L'Herseur a piloté le Thunderbolt capturé dans le cadre d'un programme de test complet
explorant systématiquement le domaine de vol selon les procédures d'évaluation standard de l'inclinaison. Son rapport préliminaire contenait des observations qui troublèrent le personnel du quartier général de la Luftwaffe, qui croyait toujours que les modèles de chasseurs allemands étaient fondamentalement supérieurs. À des altitudes supérieures à 25 000 pieds, où les combats aériens se déroulaient de plus en plus alors que les formations de bombardiers alliés volaient plus haut pour échapper à la flaque allemande, le P-47 Thunderbolt n'était pas inférieur aux chasseurs allemands. Il était supérieur sur des points cruciaux, spécifiques, qui annulaient les avantages allemands en termes de maniabilité et de vitesse de montée. Au cours des semaines suivantes, les ingénieurs de Reclin ont soumis la Beetle à des tests exhaustifs selon les procédures stellaires standards d'Aerob. Ils ont photographié chaque composant sous plusieurs angles. Ils ont mesuré chaque dimension avec des instruments de précision. Ils ont pesé chaque pièce et assemblage majeur. Ils ont testé chaque système dans diverses conditions. Le système de suralimentation turbo a reçu une attention particulière car cette technologie représentait la principale différence entre les approches américaines et allemandes en matière de performance à haute altitude. Ce qu'ils ont découvert lors d'un examen détaillé a choqué les ingénieurs habitués à une philosophie de conception aux ressources limitées. Le double Wasp Pratt et Whitney Erdwin 8000 se composait de 18 cylindres disposés en deux rangées de 9 cylindres, chacune autour d'un vilebrequin central. Déplacement total mesuré 2,84. 5C en équivalent à 45. À titre de comparaison directe, la BMW 801D a déplacé 2560 C, en soi 41. Mais la cylindrée à elle seule n'explique pas la différence de puissance significative entre les moteurs. Le R280 incorporait des pistons en alliage d'aluminium forgé, des soupapes d'échappement refroidies au sodium pour supporter des températures extrêmes et un vilebrequin forgé à partir d'un alliage d'acier de haute qualité que les métallurgistes allemands ont examiné avec envie professionnelle, reconnaissant les matériaux qu'ils ne pouvaient plus obtenir en quantité suffisante. La qualité des matériaux américains et la précision de fabrication ont étonné l'équipe d'inspection allemande. Chaque composant a montré des preuves d'une fabrication de précision avec des tolérances serrées. Les finitions de surface étaient uniformément lisses sur toutes les pièces. Les magnétos utilisaient des matériaux de plus en plus rares en Allemagne. Les bougies d'allumage incorporaient des céramiques de qualité supérieure aux équivalents allemands. Le système d'injection de carburant fonctionnait avec une précision que les ingénieurs allemands associaient à des équipements de laboratoire plutôt qu'à des avions de combat et qui s'attendaient à ce qu'ils fonctionnent de manière fiable dans des conditions difficiles. Le plus révélateur est que le moteur dans son ensemble ne présentait aucun signe de substitution de matériaux ou de compromis de qualité imposés par des ressources limitées. Les Américains avaient construit ce moteur exactement tel qu'il avait été conçu à l'origine, en utilisant tous les matériaux spécifiés, sans les improvisations désespérées qui caractérisaient de plus en plus la production allemande de la fin de la guerre. Le système de turbocompresseur a révélé une sophistication technique que l'Allemagne avait tenté de développer, mais qui n'avait jamais été mise en œuvre avec succès dans les avions de production. Les gaz d'échappement des 18 cylindres étaient collectés via des collecteurs et acheminés via des tuyaux isolés courant de chaque côté du fuselage vers une unité de turbine située derrière et sous le cockpit. Cette turbine tournant à une vitesse fulgurante, entraînée par des gaz d'échappement chauds, propulsait un centime compresseur rifugal qui forçait de l'air supplémentaire dans le compresseur du moteur. Le système comprenait un refroidisseur intermédiaire pour réduire la température de l'air comprimé, augmentant ainsi sa densité et empêchant une détonation destructrice. Les régulateurs automatiques contrôlaient la pression de suralimentation et la vitesse de la turbine sans nécessiter une intervention constante du pilote au-delà du réglage de la pression d'admission souhaitée. Les ingénieurs allemands ont parfaitement compris les principes théoriques. Ils avaient mené des programmes expérimentaux explorant des approches similaires, mais la mise en œuvre d'un tel système dans des avions de combat produits en série s'était avérée impossible, étant donné les pénuries de matériaux
et les limitations de fabrication qui affectaient l'industrie allemande en 1943. Le turbocompresseur nécessitait des alliages exotiques à haute température pour les aubes de turbines qui devaient donc résister à des températures extrêmes tout en tournant à grande vitesse. Le système de contrôle exigeait une fabrication de précision et des composants fiables. Les vastes conduits nécessitaient des matériaux résistants à la chaleur et des joints parfaits pour fonctionner efficacement. Chaque élément devait fonctionner de manière fiable dans des conditions de combat, exposé à des vibrations, à des températures extrêmes allant de -60 degrés F en altitude à plus de 200 degrés près du moteur et à des dommages potentiels au combat. Les Américains avaient résolu tous ces problèmes et avaient installé le système complet en équipement standard sur chaque P-47 produit. Le turbocompresseur n'était pas un équipement expérimental réservé à des missions spéciales ou à des séries de production limitées. C'était simplement la façon dont fonctionnait l'avion, installé à des milliers d'exemplaires. Cette mise en œuvre informelle d'une technologie avancée comme équipement de production standard a révélé une capacité industrielle que les ingénieurs allemands avaient du mal à comprendre pleinement. Les rapports techniques allemands de l'évaluation Röchlin ont noté que le système de suralimentation turbo représentait à lui seul un niveau de sophistication technique et de capacité de fabrication qui dépassait la capacité allemande actuelle à reproduire en quantité de production. Les matériaux, la fabrication de précision et le contrôle de qualité requis pour produire de tels systèmes de manière fiable à grande échelle dépassaient tout simplement ce que l'industrie allemande pouvait réaliser en 1943 compte tenu des pénuries de matériaux stratégiques et de la dégradation progressive des normes de fabrication provoquées par les bombardements alliés et le remplacement des travailleurs qualifiés par du travail forcé. L'installation d'armement a fourni une autre leçon sur l'abondance américaine et l'attention portée aux détails de conception. Le P-47D était équipé de 8 mitrailleuses Browning M2 de calibre 0,50 avec 4 canons installés dans chaque aile. La plupart des chasseurs allemands de l'époque portaient un blindage mixte composé généralement de 4 mitrailleuses et de 2 canons de 20 mm ou, dans les premiers modèles, de 6 mitrailleuses au total. La décision américaine d'installer 8 mitrailleuses lourdes représentait un choix délibéré visant à maximiser la puissance de feu, même au prix d'un poids et d'une complexité supplémentaires. Chaque mitrailleuse était alimentée par une boîte à munitions, séparée, intégrée à la structure de l'aile. Chaque boîte contient 425 cartouches. La capacité totale de munitions était de 3400 cartouches pour les 8 canons. À titre de comparaison directe, le VW en 400A transportait généralement environ 2000 cartouches au total pour ses mitrailleuses et 500 cartouches au total pour ses canons. Le pilote du P-47 pouvait tirer avec les 8 canons en continu pendant environ 20 secondes avant d'épuiser les munitions, avec une cadence de tir combinée approchant les 100 coups par seconde. Lorsque les 8 canons étaient correctement harmonisés pour converger vers un seul point de l'espace, le volume de tir était tout simplement écrasant pour n'importe quelle cible. Les tirs d'essai allemands du système d'armement de l'avion capturé ont documenté l'effet dévastateur. La qualité de l'installation a impressionné les spécialistes allemands de l'armement qui ont examiné les systèmes. Chaque canon était monté dans une baie chauffée électriquement pour éviter le gel à haute altitude où les températures pouvaient descendre jusqu'à 60 degrés F ou moins. Les douilles usagées et les maillons de ceinture désintégrés ont été collectés via des goulottes et éjectés par les pores de la surface inférieure de l'aile, les empêchant d'endommager l'avion ou d'interférer avec les gouvernes. Le système a fonctionné parfaitement pendant les tests Bowling, malgré le tir de milliers de cartouches dans des conditions atmosphériques variables, sans qu'aucun brouillage ou dysfonctionnement d'alimentation n'ait été enregistré. La qualité des munitions a également révélé une autre dimension de la capacité industrielle américaine. Les obus de calibre 50 utilisèrent des noyaux perforants fabriqués selon des spécifications cohérentes, des composés incendiaires qui fonctionnaient de manière fiable et des éléments traceurs qui brûlaient de manière prévisible. Les tests ont révélé
que les munitions américaines étaient systématiquement plus fiables que la production allemande équivalente, dont la qualité avait subi une dégradation à mesure que les matériaux stratégiques devenaient rares. La protection blindée des Thunderbolts a démontré la volonté américaine d'accepter des pénalités de poids importantes en échange de la capacité de survie du pilote, une différence philosophique par rapport aux priorités de conception allemandes. Le cockpit était entouré de lourdes plaques de blindage sur plusieurs côtés. Le pilote était assis dans ce que les designers américains appelaient un bain blindé baignoire, qui offrait une protection par le bas et par derrière. Le pare-brise était doté d'un verre pare-balles épais, capable d'arrêter les tirs de mitrailleuses et de résister aux fragments d'obus de canon. Des plaques de blindage supplémentaires protégeaient les systèmes critiques, notamment les refroidisseurs d'huile et le turbocompresseur vulnérable. Le poids total du blindage dépassait 200 lbits, soit à peu près l'équivalent du poids de l'ajout de 2 mitrailleuses supplémentaires avec des munitions. Les chasseurs allemands portaient généralement une protection blindée moins complète, privilégiant un poids plus léger et de meilleures performances, tout en acceptant des pertes de pilotes plus élevées, comme coût inévitable des opérations de combat. La différence de philosophie de conception s'est clairement révélée dans l'accessibilité de la maintenance. Les concepteurs américains avaient clairement prévu que les mécaniciens travaillant dans les bases aériennes avancées devraient entretenir les avions rapidement, éventuellement de nuit, éventuellement dans des conditions météorologiques défavorables, éventuellement sous la menace d'une attaque ennemie. Chaque composant majeur était accessible via de grands panneaux sécurisés, par des attaches à dégagement rapide qui ne nécessitaient que des outils simples. L'énorme moteur a pu être changé sur le terrain en quelques heures, à l'aide d'un équipement de levage standard et en suivant des procédures clairement documentées. Les chasseurs allemands, conçus dans l'attente d'une maintenance en usine pour les réparations majeures, nécessitaient généralement un démontage plus approfondi pour l'entretien des composants majeurs. Cette différence reflétait l'abondance américaine par rapport à la rareté allemande. Les Américains pouvaient se permettre de consacrer des ressources d'ingénierie à la maintenabilité, car leur capacité industrielle leur permettait d'optimiser les conceptions en vue d'une efficacité opérationnelle plutôt que d'une pure efficacité de production. L'installation radio du P-47 capturé représentait un autre domaine dans lequel la technologie américaine dépassait ses équivalents allemands. L'avion transportait une radio de commande SCR 264N pour les communications RR et air-sol, ainsi qu'une radio de liaison SCR 515A fournissant des canaux de communication supplémentaires. Les deux unités fonctionnaient avec une clarté et une portée qui dépassaient les capacités radio-allemandes contemporaines. Les systèmes radio-allemands souffraient de problèmes d'interférence persistants que les ingénieurs américains avaient apparemment résolus grâce à une conception supérieure des composants et à un meilleur blindage. Les radios sont également intégrées à un système d'identification ami ou ennemi qui identifie automatiquement les avions amis auprès des contrôleurs au sol, évitant ainsi les incidents de tir ami. Ce niveau d'identification automatisé représentait une sophistication qui manquait aux forces allemandes en 1943. La révélation la plus profonde pour les ingénieurs allemands ne provenait peut-être pas d'un seul système avancé, mais de l'impression cumulative de qualité et d'exhaustivité dans l'ensemble de l'avion. Chaque composant semblait être la meilleure version possible de ce composant que les ingénieurs américains pouvaient concevoir et que les fabricants pouvaient produire. Rien n'a évidemment été compromis en raison du manque de matériel. Rien n'indiquait clairement que des matériaux de substitution étaient utilisés parce que les matériaux préférés n'étaient pas disponibles. Rien ne reflétait les improvisations désespérées qui caractérisaient de plus en plus la production allemande de la fin de la guerre, alors que les bombardements stratégiques dégradaient la capacité industrielle et que les pénuries de matériaux devenaient aiguës. Les rapports techniques allemands, compilés à Reuchlin et diffusés par les services techniques de la Luftwaffe, ont souligné ce point à plusieurs reprises. Le P-47 Thunderbolt a été construit exactement comme les concepteurs l'avaient prévu, en utilisant tous les matériaux et processus spécifiés, sans compromis apparent imposé par la rareté des ressources.
Ce niveau de fidélité de fabrication aux spécifications de conception originale devenait de plus en plus difficile à atteindre pour l'industrie allemande à mesure que la guerre progressait. Le programme d'essai en vol s'est poursuivi tout au long de l'hiver 1943 et jusqu'au début de 1944, alors que des P-47 supplémentaires étaient capturés et amenés à Rechlin pour une évaluation comparative. Le 29 mai 1944, un autre P-47 atterrit aux mains des Allemands lorsque le sous-lieutenant Lloyd S. Adcock du 3000e escadron de chasse, 332e groupe de chasse, a été désorienté lors d'un vol en ferry et a atterri par erreur sur l'aérodrome de Rome-Torio tenu par l'ennemi en Italie. Son avion, numéro de série 42 715 fut rapidement saisi par les forces allemandes. Ce P-47 était auparavant la monture personnelle de George Nowotny, un as de 8 victoires volant au sein du 307th Fighter Squadron. Les Allemands transférèrent l'avion à la lutte, où il fut initialement désigné 8+6, puis transféré plus tard à Circus Rosarius le 12 octobre 1944, où il reçut la désignation T9+LK. Les données de tests accumulées à Rechlin ont produit des recommandations tactiques qui ont été compilées et distribuées aux unités de chasse de première ligne de la Luftwaffe. Ces recommandations indiquaient que l'engagement des P-47 en dessous de 15 000 pieds offrait les meilleures chances de succès aux pilotes allemands, car les performances médiocres des Thunderbolt à basse altitude et leur faible taux de montée donnaient aux chasseurs allemands des avantages évidents dans ce régime. Les pilotes ont été spécifiquement avertis d'éviter de plonger loin des attaques de foudre, car le chasseur américain accélérerait simplement à des vitesses que les avions allemands ne pourraient pas atteindre en piqué. Les rapports soulignaient que les P-47 endommagés continuaient fréquemment à voler malgré les dégâts de combat qui détruiraient les chasseurs allemands. Les attaques devaient être repoussées de manière agressive avec des tirs concentrés, plutôt que de supposer que quelques coups pourraient abattre l'avion. Mais les conseils tactiques, aussi utiles soient-ils aux pilotes individuels, ne pouvaient pas résoudre le problème stratégique fondamental qui devenait de plus en plus évident. L'Allemagne combattait un adversaire disposant de ressources matérielles effectivement illimitées par rapport à la capacité industrielle allemande. Chaque P-47 endommagé ou détruit a été remplacé quelques jours après la production, qui dépassait 300 avions par mois au maximum. Les programmes américains de formation des pilotes produisaient des aviateurs qualifiés en quantité que l'Allemagne ne pouvait plus égaler, car la formation était comprimée et les pénuries de carburant limitaient les heures de vol. Le système logistique soutenant les opérations américaines, Thunderbolt, livrait du carburant, des munitions et des pièces de rechange, sans contrainte apparente, tandis que la logistique allemande se détériorait sous les attaques aériennes incessantes des Alliés. Les P-47 capturés ont finalement été transférés au Wunderschuss Rosarius, l'unité spéciale de démonstration de la Luftwaffe commandée par Flugkapitän Theodor Rosarius. Cette unité spécialisée s'est rendue dans les bases de combat de première ligne dans toute l'Europe occupée, permettant aux pilotes allemands de voir les avions alliés capturés et d'apprendre les fonctions de reconnaissance et les caractéristiques de combat. Les manifestations avaient un double objectif, à la fois éducatif et psychologique. Les pilotes ont appris les fonctions de reconnaissance visuelle et les caractéristiques tactiques des avions ennemis auxquels ils seraient confrontés au combat. Mais ils ont également vu des preuves matérielles que les équipements alliés étaient souvent supérieurs aux leurs, dans des capacités spécifiques importantes, en particulier à haute altitude où les combats se multipliaient. Les entretiens d'après-guerre avec les pilotes de la Luftwaffe qui ont assisté à ces manifestations ont révélé l'impact psychologique de voir directement démontrer les capacités des chasseurs américains capturés, alors que les pilotes du Circus Rosarius ont pu montrer que les chasseurs allemands conservaient des avantages dans certains régimes de vol, notamment à moyenne altitude. Les démonstrations ont clairement montré qu'aux altitudes où opéraient les formations de bombardiers américains, escortés par des P-47 puis des P-51, les chasseurs allemands étaient nettement désavantagés.
Les renseignements recueillis sur les P-47 capturés comprenaient des données de performance détaillées qui contredisaient directement certaines des hypothèses optimistes qui avaient circulé lors des briefings de la Luftwaffe plus tôt dans la guerre. Au niveau de la mer, le P-47D a atteint une vitesse maximale d'environ 350 km/s. Pas particulièrement impressionnant comparé aux 408 mph du F-47A à la même altitude. À 10 000 pieds, le Thunderbolt a atteint environ 375 mph. Mais à 30 000 pieds, le P-47 a atteint 4,26 mph, tandis que le Fowler Wolf avait du mal à atteindre 360 mph et que le Bf-109G parvenait à environ 345 mph. L'avantage en termes de performance aux altitudes de altitudes de combat était clair, décisif et devenait de plus en plus important à mesure que les formations de bombardiers alliés volaient plus haut pour échapper aux tirs anti-aériens allemands. La comparaison des plafonds de service s'est révélée tout aussi décourageante pour les pilotes allemands. Le plafond de service du P-47 Thunderbolt atteignait 42 000 pieds. Les chasseurs allemands opéraient rarement efficacement au-dessus de 35 000 pieds et leur performance se dégradait rapidement à des altitudes plus élevées en raison de la puissance réduite du moteur dans les airs. Les formations de bombardiers américains pouvaient opérer, et le faisaient, à des altitudes où les intercepteurs allemands pouvaient à peine les atteindre, et où les intercepteurs qui atteignaient l'altitude de combat n'avaient pas de réserve de puissance insuffisante pour des manœuvres de combat efficaces. Les escortes P-47 opéraient confortablement à ces altitudes, conservant leur pleine capacité de combat alors que les chasseurs allemands étaient en difficulté. Les comparaisons de portée entre les chasseurs américains et allemands ont révélé une autre dimension de la supériorité industrielle et logistique américaine. Doté de réservoirs de carburant externes, le P-47D pourrait escorter des bombardiers lors de missions pénétrant profondément en Allemagne. Les premiers modèles P-47 avaient une portée limitée qui limitait leur efficacité, mais en 1944, les Thunderbolt, équipés de 108 réservoirs largables, effectuaient régulièrement des missions couvrant 1000 mètres ou plus. Les chasseurs allemands, conçus principalement pour des missions d'interception à courte portée dans le cadre de la défense du Reich, ne disposaient pas de la capacité interne de carburant nécessaire pour des opérations prolongées. La différence de rayon opérationnel signifiait que les chasseurs américains pouvaient s'engager au moment et aux endroits de leur choix, tandis que les chasseurs allemands étaient obligés de se battre de manière défensive. Les Thunderbolts capturés ont également fourni un aperçu de la formation des pilotes américains et de la doctrine tactique, grâce à l'examen des images, des caméras, des armes à feu et à l'analyse des modèles de dégâts de combat sur les avions qui avaient survécu au combat avant leur capture. Les preuves suggéraient que les pilotes américains utilisaient systématiquement des tactiques mettant l'accent sur les points forts du P-47, tout en évitant les situations qui révélaient ses faiblesses. Ils ont maintenu une altitude élevée, là où le turbo-superchargeur a fourni un net avantage. Ils ont utilisé des attaques en piqué et en zoom plutôt que de tenter des combats de chiens tournants soutenus où les combattants allemands avaient l'avantage. Ils travaillaient en paire, coordonnés, ou en 4 vols de navire plutôt que de s'engager dans des combats individuels, maintenant un soutien mutuel, même lorsque cela impliquait de refuser des opportunités d'engagement individuel apparemment avantageuses. La discipline évidente dans l'exécution tactique américaine a impressionné les analystes de Luftwaffe qui ont étudié les preuves. De nombreux pilotes de la Luftwaffe, en particulier des as expérimentés, préféraient se battre individuellement, s'appuyant sur leurs compétences personnelles et des tactiques agressives pour remporter la victoire. Les pilotes américains semblaient suivre systématiquement la doctrine établie, se soutenant systématiquement les uns les autres et permettant rarement à la fierté ou à l'agressivité individuelle de prendre le pas sur le sens tactique. Cette approche disciplinée, combinée à un équipement supérieur à haute altitude et à un avantage numérique croissant, a créé une combinaison que même les pilotes, allemands vétérans, ont trouvé de plus en plus difficile à surmonter à mesure que la guerre progressait. Au jour J, en juin 1944, la situation stratégique s'était détériorée au point que les renseignements sur les avions capturés
n'apportait que peu de valeur pratique à l'effort de guerre de l'Allemagne. La Luftwaffe comprit clairement que l'équipement américain était supérieur sur d'importants points. Il comprenait la tactique américaine. Il disposait de données techniques détaillées sur les performances des avions alliés. Mais ces connaissances ne pouvaient pas produire les ressources, les matériaux stratégiques, la capacité de fabrication et le personnel qualifié nécessaire pour être efficacement compétitifs. Les rapports Reclin, soigneusement compilés et distribués professionnellement dans les services techniques de la Luftwaffe, servaient principalement à documenter le fossé technologique et industriel qui conduisait l'Allemagne vers une défaite inévitable. La comparaison entre la production de moteurs américaines et allemandes illustre la situation impossible à laquelle l'Allemagne est confrontée. Pratt et Whitney, ainsi que Leoncy Ford, Motor Company, ont produit plus de 125 000 moteurs, R28 000 à la fin de la guerre. La production de ce type de moteur unique dépassait la production totale de moteurs d'avions de combat en Allemagne. BMW a produit environ 61 000 exemplaires du moteur radial 801 tout au long de la guerre. Le Daimler-Benz DB605, le moteur en ligne le plus produit en Allemagne, a atteint une production totale d'environ 40 400 unités. La production américaine d'un type de moteur avancé a dépassé la production totale allemande de tous les moteurs d'avions de combat combinés. L'industrie américaine a produit en 1944 environ 96 000 avions, tandis que l'Allemagne a atteint environ 25 000 avions de tout type. Les États-Unis ont produit à eux seuls 38 000 chasseurs, plus 16 000 bombardiers lourds et des milliers de bombardiers moyens, de transport et d'entraînement. Combiné à la production britannique et soviétique, l'avantage allié dans la production d'avions dépassait 5-1 en 1944. La base industrielle soutenant cette production fonctionnait à une échelle que l'Allemagne ne pouvait égaler. L'entreprise d'aluminium américaine a produit à elle seule plus d'aluminium que l'ensemble de l'industrie allemande de l'aluminium. Les aciéries américaines individuelles ont souvent surpassé la production de l'ensemble de la région industrielle la plus rurale. Les usines automobiles qui fabriquaient des véhicules fonctionnaient sur des chaînes de montage mobile où les usines allemandes utilisaient des méthodes de production par lot. Même les machines-outils qui ont construit les machines qui ont construit les avions ont elles-mêmes été produites en quantité permettant à l'industrie américaine de répondre non seulement à ses propres besoins, mais également à des quantités substantielles pour les alliés britanniques et soviétiques. Les P-47 capturés ont finalement mis fin à leur service au cours des derniers mois chaotiques de la guerre européenne. L'avion, désigné T-9 plus FK, à l'origine le Beetle de William Roach, a été récupéré par les forces américaines à Göttingen en mai 1945, trouvé parmi une collection d'avions alliés capturés que les Allemands avaient évalués. Des photographies prises par les forces américaines montrent l'avion portant encore des marquages allemands partiels, stationné aux côtés des F-190 et Bf-109, dans ce qui était en réalité un musée d'équipements capturés documentant l'ampleur des efforts de collecte de renseignements de la Luftwaffe. Les éclairs qui servaient aux unités d'évaluation allemandes fournissaient aux pilotes et ingénieurs allemands une formation dont ils avaient désespérément besoin, mais qu'ils avaient reçu trop tard pour avoir une importance stratégique. L'avion a démontré que la philosophie industrielle américaine donnait la priorité à la capacité absolue plutôt qu'à l'efficacité élégante, aux ressources abondantes plutôt qu'à une optimisation minutieuse et à l'avantage matériel systématique plutôt qu'à l'excellence technique individuelle. Ces priorités, mises en œuvre avec des ressources et des capacités de fabrication presque illimitées, ont produit des systèmes d'armes qui surclassaient globalement leurs équivalents allemands, même lorsque les conceptions allemandes présentaient des caractéristiques supérieures dans des paramètres spécifiques isolés. La leçon s'étend bien au-delà du P-47 lui-même. Chaque catégorie d'équipement américain capturé racontait la même histoire fondamentale. Le bombardier B-17 Flying Fortress, avec son quatuor de moteurs cycloniques droits turbocompressés, représentait un atout stratégique, capacité de bombardement que l'Allemagne n'a jamais atteinte. Le P-51 Mustang,
combinant l'ingénierie américaine de la cellule et le moteur britannique Rolls-Royce Merlin, a créé ce que de nombreux historiens considèrent comme le meilleur chasseur à moteur à piston de toute la guerre. Le P-38 Lightning, avec ses moteurs biturbo suralimentés et son train d'atterrissage tricycle, a démontré la volonté américaine de rechercher des solutions non conventionnelles. Chaque type d'avion révélait la même approche américaine fondamentale. Résolvez les problèmes grâce à une ingénierie supérieure soutenue par une capacité industrielle illimitée, plutôt que par une optimisation intelligente contrainte par la rareté des ressources. Les analystes de la Luftwaffe ont clairement observé qu'ils n'étaient pas vaincus par des tactiques supérieures ou des pilotes mieux entraînés, même si les programmes de formation américains produisaient un nombre écrasant de pilotes adéquats. Ils étaient vaincus par un système industriel capable de concevoir des équipements adéquats et de les produire ensuite en quantité, rendant les avantages qualitatifs allemands de moins en moins pertinents. Les Américains se sont appuyés sur leurs atouts industriels en tirant parti d'une capacité de fabrication massive, de matières premières abondantes et d'une logistique efficace. En 1943, l'Allemagne concevait, malgré des limitations industrielles paralysantes, tentant de réaliser grâce à l'ingéniosité de l'ingénierie ce qu'elle ne pouvait plus accomplir grâce à la puissance industrielle. Les implications stratégiques ont été bien documentées dans l'ensemble des services techniques de la Luftwaffe. À la fin de 1943, l'Allemagne était entrée en guerre avec l'armée de l'air, sans doute la plus avancée au monde, équipée d'avions généralement supérieurs à leurs adversaires sur une base de 1 contre 1. Les pilotes allemands étaient initialement mieux entraînés que la plupart des adversaires. Les tactiques allemandes étaient plus raffinées, mais l'industrie allemande manquait fondamentalement de capacité à conserver ses avantages face à des adversaires disposant de ressources industrielles bien plus importantes. La production aéronautique américaine a doublé à plusieurs reprises. En 1940, de nouveau en 1941, de nouveau en 1942, et leur expansion continua jusqu'en 1944, les usines américaines produisaient plus de 96 000 avions par an, tandis que l'Allemagne ne dépassait jamais 40 000 avions par an, malgré des efforts désespérés pour augmenter la production. L'écart de qualité entre les avions américains et allemands s'est progressivement creusé au lieu de se réduire. En 1942, les avions allemands étaient souvent supérieurs à leurs adversaires américains. En 1944, les avions américains égalaient ou dépassaient les modèles allemands dans pratiquement toutes les catégories importantes. En 1945, l'écart était devenu un gouffre. Les chasseurs américains P-51H et P-47N représentaient un raffinement évolutif de conception de base déjà excellente. Les chasseurs allemands, le TAR 152, représentèrent des tentatives désespérées pour extraire plus de performances de systèmes industriels s'effondrant sous le poids combiné des bombardements stratégiques, de la pénurie de matières premières et du remplacement des travailleurs qualifiés par du travail forcé mal formé. L'impact psychologique sur le moral de la Luftwaffe face à des flots incessants d'avions ennemis performants s'est avéré aussi destructeur que les pertes matérielles. Les pilotes allemands ont déclaré se sentir moins comme des guerriers dans des combats honorables et plus comme des cibles dans une campagne de destruction systématique. Quel que soit le nombre d'avions alliés abattus, d'autres apparaissaient le lendemain. Quelle que soit l'habileté avec laquelle ils se sont battus, la supériorité numérique américaine a fini par s'imposer grâce à la pure attrition. Le fait de savoir que l'équipement de leurs adversaires était souvent supérieur au leur, livré en quantité bien plus importante, soutenu par une meilleure logistique et piloté par des pilotes correctement formés, qui étaient rapidement remplacés en cas de perte, a créé un sentiment omniprésent de défaite inévitable qui s'est répandu dans toutes les forces de chasse en 1944. Les P-47 capturés ont servi de preuve physique tangible de cette réalité. Il ne s'agissait pas d'affirmations de propagande ou de rapports de renseignement exagérés. Il s'agissait de véritables avions que les pilotes allemands pouvaient examiner directement. Le Thunderbolt n'était pas une arme miracle ou une avancée technologique révolutionnaire. C'était simplement un très bon avion de combat, correctement conçu pour
Sa mission, suffisamment motorisé, bien armé, convenablement protégé et fabriqué en quantité suffisante pour vaincre l'opposition grâce à l'application systématique de la supériorité matérielle. La dernière ironie historique était que les Allemands ont appris ces leçons à fond, les ont documentées de manière professionnelle et en ont pleinement saisi les implications, mais n'ont jamais pu appliquer les connaissances qu'ils ont acquises. Comprendre la supériorité industrielle américaine n'a pas donné à l'Allemagne l'aluminium, l'acier, le carburant, la main-d'œuvre qualifiée, les usines en bon état et les réseaux de transport fonctionnels nécessaires pour produire des avions équivalents en quantité équivalente. Connaître les capacités exactes du P-47 ne fournissait pas les alliages à haute moisson, à haute température, les équipements de fabrication de précision, les systèmes de contrôle qualité, et la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour construire des systèmes de turbocompresseurs comparables. Les renseignements recueillis à partir d'avions capturés ont documenté les dimensions de la défaite allemande avec une rigueur professionnelle sans offrir aucune véritable explication. Voie lististe pour éviter cette défaite. Lorsque les forces alliées capturèrent Rechlin et ses installations associées en mai 1945, elles trouvèrent une documentation complète sur le programme d'évaluation des avions capturés. Les rapports techniques allemands remplissaient les classeurs détaillant toutes les caractéristiques mesurables de chaque avion américain et britannique examiné pendant la guerre. Les rapports étaient des modèles de rigueur technique et d'objectivité scientifique. Ils représentaient également des milliers d'heures de travail consacrées à documenter méticuleusement des capacités que l'Allemagne pouvait observer et mesurer, mais ne pouvait jamais reproduire compte tenu de la détérioration de sa situation industrielle. Les équipes de renseignement technique américaines qui ont examiné les rapports allemands après la guerre ont noté, avec un intérêt professionnel, que les ingénieurs allemands avaient déjà compris les capacités des avions américains plus clairement et plus en détail que les commandants américains ne le faisaient parfois. Les Allemands avaient identifié des faiblesses dans les conceptions américaines que les pilotes américains avaient appris à contourner grâce à leur expérience. L'analyse technique était souvent plus détaillée et rigoureuse que les évaluations américaines équivalentes de leur propre équipement. La compétence allemande en matière d'ingénierie n'a jamais été remise en question. Mais les critiques américains ont également noté ce que les rapports allemands révélaient implicitement sur la situation stratégique de l'Allemagne. L'Allemagne avait tenté de mener une guerre industrielle moderne avec une base industrielle insuffisante pour cette tâche. Ils avaient tout compensé par une excellente ingénierie, une formation de pilotage supérieure au début de la guerre et une innovation tactique née de la nécessité. Ces avantages les avaient soutenus grâce à des victoires précoces contre des adversaires confrontés à des contraintes de ressources similaires, mais contre un adversaire, les États-Unis, possédant une capacité industrielle qui dépassait toutes les autres grandes puissances réunies, d'excellentes compétences en ingénierie et en tactique ne pouvaient que retarder l'issue inévitable plutôt que de la changer. L'histoire des ingénieurs allemands, examinant les P-47 Thunderbolt capturés, constitue une étude de cas clair des réalités de la guerre industrielle telle qu'elle a évolué au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le Thunderbolt a réussi non pas parce qu'il était le meilleur avion de combat possible selon toutes les mesures imaginables, mais parce qu'il s'agissait d'un avion de combat très efficace, produit en quantité qui rendait les exemples isolés de supériorité technique stratégiquement non pertinents. L'industrie américaine a construit 1583 Thunderbolts tout en construisant simultanément 15 486 P-51, Mustang, 10,37 P-38, Lightning, 13 738 F-6F Hellcats et 12 771 F-4U Corsair. La production totale de chasseurs américains a dépassé 70 000 avions pendant la guerre. Et chaque avion représentait des milliers d'heures de travail qualifié, des tonnes d'aluminium et d'acier, des centaines de composants de précision et une capacité de fabrication que l'Allemagne ne pouvait pas atteindre. Le P-47 Thunderbolt est devenu un symbole de la domination industrielle américaine pour les pilotes allemands qui l'ont combattu. Les pilotes de Luftwaffe utilisaient le même surnom que les pilotes américains avaient inventé,
l'appelant la cruche, en reconnaissance de son apparence disgracieuse. Il l'appelait également Indiana, d'après l'emblème Thunderbird, que de nombreux escadrons peignaient sur les capots des moteurs. À mesure que les pertes augmentaient et que la situation stratégique se détériorait, certains l'appelaient simplement ce chasseur à 8 canons et apprirent, par une expérience amère, à éviter d'engager des éclairs à des altitudes où le chasseur américain détenait un avantage tactique, ce qui signifiait de plus en plus éviter les combats au-dessus de 20 000 pieds, où le turbocompresseur donnait au P-47 une supériorité décisive en termes de performance. À la fin de la guerre, les P-47 Thunderbolts avaient détruit environ 3 752 avions ennemis en combat aérien, tandis qu'environ 3 489 P-47 avaient été perdus pour toute cause, y compris des accidents opérationnels, des pannes mécaniques et des missions d'attaque au sol. Ce taux de change d'environ EI dans les pertes totales semble banal, jusqu'à ce que l'on considère que le Thunderbolt a servi principalement dans un rôle d'attaque au sol à partir du milieu de 1944, faisant face à d'intenses tirs antiaériens lors de missions à basse altitude plutôt que de s'engager principalement dans des combats RR. Dans le rôle d'escorte de chasseurs purs en 1943 et au début de 1944, les P-47 atteignirent des taux de change nettement meilleurs, en particulier à haute altitude, où l'avantage du turbocompresseur était le plus prononcé. Le rôle d'attaque au sol a révélé une autre dimension de la philosophie de conception américaine qui mettait l'accent sur la polyvalence. Lorsque les P-51 Mustang, dotés d'une portée supérieure, ont commencé à assumer les fonctions d'escorte de bombardiers en 1944, la 9e force aérienne a réaffecté de nombreux groupes. Thunderbolt a des missions d'appui aérien tactique. Le robuste P-47, doté de son moteur radial fiable, refroidi par air, et de son blindage lourd, s'est révélé exceptionnellement bien adapté aux missions d'attaque dangereuses à basse altitude. Les mêmes caractéristiques qui le faisaient paraître lourd dans les combats de chiens à basse altitude. Sa taille substantielle, son poids élevé, son blindage complet et son armement puissant le rendaient presque idéal pour les missions d'attaque au sol, où la capacité de survie et la puissance de feu comptaient plus que la maniabilité. Pilote, Thunderbolt, volant, Gear. Les missions d'attaque en profondeur détruisirent des quantités stupéfiantes d'équipements militaires allemands. Les affirmations officielles, documentées par des images de caméras d'armes à feu et des rapports, après action, incluaient plus de 86 000 wagons de chemin de fer, 9 000 locomotives, 6 000 véhicules blindés de combat et 68 000 camions détruits ou endommagés. Même si de telles affirmations comportaient inévitablement des doubles emplois, l'ampleur des destructions était indéniable et avait un impact mesurable sur les opérations militaires allemandes. Le P-47, armé de bombes et de roquettes, en plus de ses 8 mitrailleuses, était devenu un véritable avion de combat multirouleau. Les forces terrestres allemandes ont appris à reconnaître et à craindre le bruit caractéristique des moteurs radio Pratt & Whitney R2800 à basse altitude. Le profond grondement avertissait d'attaques imminentes que les troupes allemandes étaient en grande partie impuissantes à empêcher. L'impact psychologique d'attaques aériennes constantes, combiné à d'importantes pertes matérielles et à la perturbation de la logistique et des communications, a sensiblement dégradé l'efficacité au combat des forces terrestres allemandes tout au long de 1944 et 1945. La question de savoir ce qui est arrivé à l'avion capturé, spécifique, fournit un épilogue à cette histoire. Le P-47D Beetle, 42 490 de William Roach, désigné T9 plus FK par les Allemands, a survécu à la guerre et a été récupéré par les forces américaines à Gertingen en mai 1945. Après évaluation par les équipes de renseignement américaines examinant les procédures d'essai allemandes, l'avion a finalement été mis au rebut. Le P-47D-42 75971 de Lloyd Hathcock, désigné T9 plus LK, a connu un sort similaire, récupéré mais non préservé à des fins historiques. Le sort du pilote après sa capture différait considérablement. William Roach a passé le reste de la guerre à Stalagsluft, à Bath, en Allemagne.
Il fut libéré par les forces soviétiques en mai 1945 et retourna aux États-Unis. Lloyd Adcock a passé 11 mois comme prisonnier de guerre, principalement au Starlag Loft 3, le site de la célèbre Grande Évasion, survenue 3 mois seulement avant son arrivée. Il était le seul pilote afro-américain parmi les milliers de prisonniers blancs du camp. Lorsque les forces soviétiques avancèrent vers l'ouest en janvier 1945, les forces allemandes évacuèrent le camp, obligeant les prisonniers à une brutale marche hivernale vers le Stalag 7A, puis le Stalag 13D. Il fut libéré par les forces alliées en avril 1945. Hathcock retourna aux États-Unis et joua un rôle important dans la déségrégation d'après-guerre de l'US Air Force. Il a ensuite été le pionnier des innovations dans le domaine de la photographie de reconnaissance aérienne à la base aérienne Wright-Patterson. Hans Werner Lear a survécu à la guerre malgré le fait qu'il ait piloté 125 types d'avions différents, dont de nombreux avions alliés, capturés tout au long du conflit. Son remarquable bilan de sécurité, sans jamais s'écraser ni endommager gravement un seul avion tout au long de sa carrière de pilote d'essai, est unique dans l'histoire de l'aviation. Après la guerre, il a fourni de nombreux débriefings aux services de renseignement alliés sur les programmes de développement d'avions allemands. Ses mémoires, publiés en 1977 en allemand et traduits en anglais en 1980, fournissent l'un des comptes rendus de première main les plus détaillés du programme d'évaluation des avions capturés par l'Allemagne et offrent des informations précieuses sur la façon dont la Luftwaffe a évalué la technologie aéronautique alliée. La leçon plus large, qui émerge de l'histoire des Pope 47 Thunderbolt capturés entre les mains des Allemands, transcende les détails techniques spécifiques d'un type d'avion. L'évaluation Thunderbolt à Zolin a démontré qu'en 1943, l'issue de la guerre aérienne au-dessus de l'Europe n'était pas déterminée par la compétence des pilotes, l'innovation tactique ou même les performances des avions en termes techniques stricts, mais par la capacité industrielle appliquée à l'échelle nationale. La nation qui pourrait concevoir des équipements adéquats et les produire en quantité écrasante tout en produisant simultanément tout ce dont une armée moderne a besoin, vaincra inévitablement ses adversaires qui produiraient des équipements techniquement supérieurs en quantité insuffisante. La situation de l'Allemagne à la fin de 1943 était celle d'une nation tentant de rivaliser industriellement avec des adversaires dont la capacité industrielle combinée dépassait la capacité allemande par 5 ou plus. Lorsque la Grande-Bretagne a refusé de capituler après la chute de la France, lorsque l'Union soviétique a survécu à l'assaut allemand initial et a déplacé son industrie hors de portée allemande, et lorsque les États-Unis sont entrés en guerre avec leur vaste base industrielle intacte, la voie de la victoire militaire de l'Allemagne s'est effectivement fermée. La seule question était de savoir combien de temps l'Allemagne pourrait continuer à se battre et quelle serait l'ampleur des destructions avant l'inévitable conclusion. L'histoire de Beetle et des autres Thunderbolts capturés à Reuchlin devient ainsi un microcosme du dilemme stratégique plus large de l'Allemagne. Les ingénieurs allemands pouvaient examiner les équipements américains, comprendre les capacités américaines et évaluer avec précision la puissance industrielle américaine. Ces connaissances ont été rassemblées par des professionnels, soigneusement analysées et minutieusement documentées. Mais la connaissance seule ne pouvait produire l'aluminium, l'acier, le caoutchouc, le carburant, les machines-outils, les travailleurs qualifiés, les usines intactes et les chemins de fer fonctionnels, nécessaires pour concurrencer la production industrielle américaine. Le Republic P-47 Thunderbolt, examiné minutieusement par les ingénieurs allemands de Reuchlin, a prouvé la dernière vérité sur la guerre industrialisée au XXe siècle. L'abondance matérielle appliquée systématiquement, grâce à une ingénierie compétente et à une exécution tactique adéquate, vaincra l'excellence technique limitée par la rareté des ressources. L'élément le plus puissant de l'arsenal américain n'était pas une technologie individuelle, aussi impressionnante soit-elle, mais plutôt le système industriel complet capable de concevoir, développer, tester, produire et soutenir logistiquement des milliers de systèmes d'armes complexes, simultanément,
tout en maintenant la qualité et en améliorant continuellement les conceptions basées sur l'expérience du combat. Les Thunderbolts capturés ont enseigné cette leçon avec une clarté indéniable. Les ingénieurs allemands l'ont mesurée avec précision, l'ont documenté de manière professionnelle et l'ont rapporté avec précision via leur chaîne de commandement. La leçon est arrivée trop tard pour avoir de l'importance. Au moment où la coccinelle de William Roach était méticuleusement examinée à Rechlin à la fin de 1943, l'issue de la guerre était déjà déterminée par des mathématiques industrielles qu'aucune compétence en ingénierie allemande ni aucun courage de pilote ne pouvaient vaincre. Les Thunderbolts, installés sur les aérodromes allemands et arborant des balcons hâtifs au-dessus des étoiles américaines, représentaient un avenir déjà arrivé, dans lequel la capacité industrielle était devenue le facteur décisif de la guerre moderne.